Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion d'art en philosophie. Après avoir abordé les théories mimétiques de l'art propre aux anciens, il est temps de nous acheminer vers une conception un peu plus neuve de l'art avec l'esthétique de Hegel qui se situe dans le prolongement d'une critique kantienne de l'art mimétique que l'on aura l'occasion d'aborder en long, en large et en travers très bientôt sur cette chaîne. J'aborde Hegel avant Kant pour deux raisons. La première, c'est que le texte auquel je vais me référer est une synthèse des limites de l'art comme imitation de la nature, que l'on a abordé avec Aristote et un peu avec Platon, qui permet d'effectuer un grand pas dans la réflexion que l'on peut avoir à propos de l'art. La deuxième raison, c'est que Hegel est un penseur qui effectue un retour, d'une certaine façon, vers une conception de l'art proche de celle de Platon que l'on a abordée la fois précédente. En effet, on avait vu que si l'on pouvait se montrer critique à l'égard de la théorie de l'art de Platon de façon spontanée, il fallait un peu creuser le sujet pour se rendre compte que Platon ne condamne pas l'art de manière définitive et systématique, sous le seul prétexte qu'il ne ferait que déformer des apparences propres à un degré de réalité inférieur à l'idée, qui ne ferait que nous en éloigner toujours plus. En effet, pour Platon, l'art peut et doit nous élever au-delà de l'apparence sensible. Il doit jouer avec les images dans le but de nous élever autant que possible vers un certain idéal moral ou métaphysique. C'est ce qu'on a vu avec la représentation du héros selon lui qui ne devrait pas présenter de caractéristiques trop humaines. Et étonnamment, cette réflexion de Platon, moins connue que la première, est étonnamment moderne, car elle revient à dire que l'art ne se limite pas à une simple imitation de la nature, puisque son but est, par cette imitation, de nous conduire autant que possible vers un idéal. On pourrait plus parler du fait de reproduire des images, donc mais de les mélanger, on va dire de mélanger voilà certaines images de manière à suggérer un certain idéal. Donc vous voyez, c'est quand même pas la même chose que la mimésis chez Aristote. C'est assez différent. On a vu également en passant comment on pouvait distinguer la production artisanale de la production strictement artistique à partir de la théorie de Platon, mais on va voir que cette distinction ne va peut-être pas de soi dans la mesure où l'artiste ne se contente pas de s'appuyer sur ce qu'il perçoit, mais sur une idée à proprement parler, dès lors qu'il fait autre chose qu'imiter la nature. Donc on va quand même remettre en question cette idée de Platon sur ce point-là en particulier. En effet, selon Hegel, et c'est ça le sens du texte issu du premier livre de son esthétique, ouvrage majeur s'il en est, d'évaluer l'art, comme le faisait Platon sous prétexte qu'il ne peut rien faire d'autre qu'imiter la nature, pouvait se tenir à l'époque des anciens tant que l'art n'avait pas progressé. On verra dans une autre vidéo que pour Hegel, il y a un progrès de l'art et que l'histoire de l'art suit cette progression selon lui. Pour Hegel, réduire l'art à l'imitation de la nature est la marque d'une vision archaïque et fausse de la réelle finalité de l'art et de ce qui en fait la valeur. En effet, si Hegel partage avec Platon, il est bien plus proche de ce dernier que de Aristote à ce niveau-là, l'idée selon laquelle l'art doit permettre l'accès à une certaine forme d'idéal ou aux idées, il n'est pas d'accord du tout avec cette idée selon laquelle l'art nous éloigne du réel ou ne fait que reproduire celui-ci en moins bien. Tout du moins, dire que l'art ne fait qu'imiter le réel a un sens si on part du principe, comme Platon, que l'artiste ne fait que s'appuyer sur des apparences, des phénomènes, pour les reproduire sur une toile par exemple. Mais justement, d'après Hegel, et même avant lui Kant comme on le verra, cette conception archaïque de l'art est fausse, dans la mesure où le but de l'art, c'est le beau. Et le beau ne consiste pas à reproduire en moins bien ce que l'on retrouve déjà dans la nature. En effet, il y a une supériorité de la nature sur l'art proprement dit, si on s'en tient à concevoir l'art comme une simple imitation de cette dernière. Hegel nous dit ici que l'art comme imitation n'est qu'une caricature de la vie, qui consiste en un jeu présomptueux de la part de celui qui cherche à l'imiter, en peignant un paysage par exemple. En effet, même dans le cadre de la représentation la plus fidèle possible d'un paysage, eh bien, même si la représentation est vraiment la plus ressemblante possible,
Si vous cherchez sur internet, vous pouvez maintenant trouver des paysages qui sont peints de façon tellement ressemblante qu'on dirait des photos, hein, ça, c'est assez impressionnant. Par moments, on n'arrive même plus à faire la différence entre la photo et la peinture. Eh bien, ça, pour Hegel, même cette représentation qui serait la plus fidèle possible d'un paysage, eh ben, ça vaut rien parce que même si on réussit à reproduire la nature quasi pratiquement à l'identique, il manquera toujours quelque chose pour Hegel. Et ce quelque chose, c'est le caractère vivant de la nature que l'art ne fait que reproduire de manière unilatérale et en fait ne peut même pas réellement reproduire. Non seulement l'art mimétique, ici pictural, ne reproduit les choses que de façon figée, vous aurez beau peindre de la façon la plus fidèle possible des arbres, vous ne pourrez par exemple jamais reproduire le souffle du vent qui fait bouger les branches et les feuilles des arbres, mais en plus l'art mimétique ne peut, dans le meilleur des cas, que donner lieu à ce que l'on nomme le trompe-l'œil. Or, le but du trompe-l'œil, pour Hegel, c'est tromper l'œil, induire celui qui contemple l'œuvre d'art en erreur, pas produire quelque chose de beau à proprement parler. L'anecdote que raconte Hegel pour illustrer ce point, c'est celle des fameux raisins de Zeuxis, où vous avez deux grands peintres de l'Antiquité grecque, Zeuxis et Praxéas, qui décident de s'affronter dans une compétition afin de déterminer qui est le meilleur peintre. Zeuxis peint des raisins tellement ressemblants à des vrais raisins que, selon l'anecdote, des oiseaux vont venir picorer la toile croyant qu'il s'agit de vrais raisins. On peut donc dire qu'ils se sont donc fait avoir comme de véritables pigeons qu'ils sont. Oui, je sais, elle était facile, tant pis. Praxéas fait mine d'être impressionné et il lui fait signe de venir récupérer son prix derrière un grand rideau, sauf que ce couillon de Zeuxis ne parvient pas à passer à travers le rideau, évidemment, puisque c'était la peinture de Praxéas et que celui-ci s'est fait tromper l'œil, au même titre que les pigeons qu'il a lui-même bernés précédemment. Zeuxis est donc si impressionné par Praxéas qu'il s'avoue vaincu, puisque celui-ci est parvenu à tromper non pas de simples moineaux, mais l'œil humain lui-même. Praxéas remporte donc le prix du meilleur peintre. Hegel nous raconte cette histoire pour faire ressortir le côté grotesque, pour ne pas dire bouffon, de l'art comme imitation de la nature, dans la mesure où imiter la nature, dans le meilleur des cas, si on arrive vraiment à un niveau suprême sur un plan purement technique et formel, eh ben ça revient à atteindre un degré de perfection technique qui donne lieu au trompe-l'œil. Mais le trompe-l'œil, c'est pas spécialement beau, c'est plus une blague qu'autre chose en fait. Et puis, comme l'a dit Hegel, juste avant, l'art ne pourra jamais imiter la nature à la perfection, car même dans le cadre du trompe-l'œil, la personne qui se fait avoir finit par comprendre qu'elle se fait avoir, étant donné qu'il manque le caractère vivant de la nature. Elle va pas passer à travers la toile de toute façon. Il manque le caractère vivant de la nature qui lui confère une certaine mobilité, une certaine odeur aussi. Bref, on pourrait alors se demander à quelles conditions l'art a une certaine valeur pour Hegel, à quelles conditions peut-on parler d'art précisément. Eh bien, à partir du moment où il y a de la beauté, en passant avant Hegel, le terme d'esthétique ne renvoyait pas à la discipline qui étudie le beau, esthétique venant de aesthesis en grec, renvoyant à la sensation. Quand Kant parle d'esthétique transcendantale dans sa critique de la raison pure, par exemple, bah, ça n'a rien à voir avec le beau, par exemple. Hein. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler un jour. Et pour Hegel, la beauté est inséparable de la transformation de la nature qui a lieu au moyen de l'idée que l'artiste met en forme. Je rappelle, car j'y ai déjà consacré une ou deux vidéos, que pour Hegel, le sujet ne réalise pleinement la marque de sa propre intériorité qu'en interagissant avec son extériorité. Il y a donc un contresens qu'il faut éviter avec l'esthétique hegelienne qui consisterait à penser que la critique de l'art mimétique de Hegel va de pair avec une valorisation de la beauté naturelle par rapport à celle de l'art. Pas du tout, en fait c'est exactement le contraire. Pour Hegel, l'art en se bornant à imiter la nature serait comparable à un ver qui ferait des efforts pour égaler un éléphant. C'est la métaphore bizarre qu'il emploie dans le texte, ce qui revient à dire que la nature est supérieure à l'art,
en termes de grandeur, au même titre que l'éléphant par rapport au ver, comme je l'ai indiqué, mais pas à l'art en tant que tel, à l'art simplement mimétique. C'est vraiment une conception antique de l'art que critique Hegel, pas l'art de son époque. En effet, pour Hegel, l'art véritable, c'est celui qui produit quelque chose de beau, et pour produire quelque chose que l'on puisse éventuellement considérer potentiellement comme étant beau, il faut interagir avec la matière pour la mettre en forme par le biais de notre esprit qui développe et met en forme une idée qu'il a préalablement pensée. L'art occupe une place très importante dans le système hegelien, puisqu'il est le moyen par lequel l'esprit humain se rend visible dans la mesure, où il se rend visible dans la nature qui lui est extérieure, en la façonnant. Bon, j'ai déjà expliqué ça dans le détail, hein, mais c'est bien beau d'avoir une idée, encore faut-il la concrétiser. Eh bien, l'art, c'est le moyen par lequel l'homme concrétise une idée, vous voyez, par laquelle il lui donne forme, il lui donne corps à cette idée. Pour Hegel, la nature n'existe pas pour être simplement contemplée bêtement ou imitée, elle existe pour être niée par la conscience humaine qui interagit avec elle pour la transformer afin de pouvoir s'y reconnaître. Il ne conçoit la nature que comme étant extérieure et étrangère à la conscience humaine et comme étant simplement un moyen pour elle de s'y accomplir et de s'y reconnaître. Donc vous voyez que Hegel, bon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un grand amoureux de la nature, hein. C'est un amoureux de l'art, oui, mais pas de la nature. Par conséquent, l'art n'a pas pour but de reproduire la nature, mais en moins bien pour le dire très simplement, mais de renouveler le regard que nous portons sur cette dernière en représentant ce qui n'y est pas déjà de la même façon. Le but de l'art, c'est de créer un écart avec la réalité, et comme on le verra la prochaine fois avec Kant, c'est dans cet écart que réside la beauté à proprement parler, car l'art rend visible et sensible, selon Hegel, la spiritualité propre à l'homme qui extériorise l'idée qu'il a en tête par le biais du processus de création artistique. Donc vous voyez, comme on peut évaluer le passage d'une conception antique de l'art à une conception dite moderne, avant, on considérait l'art comme étant beau à la condition que celui-ci représente de la façon la plus exacte possible le réel. Maintenant, on constate que ce qu'il y a de beau, ce n'est pas l'exactitude de la représentation, mais son inexactitude. Pour Hegel, mais ça on aura l'occasion de le redévelopper une autre fois, l'art a comme objet les choses sérieuses, c'est-à-dire les idées relatives à la dimension spirituelle de l'homme, tout ce qui, dans la représentation artistique, évoquera la spiritualité humaine. Je donnerai quelques exemples une prochaine fois, rassurez-vous, si ça vous paraît abstrait, pour le moment c'est normal. Retenez bien pour l'instant que pour Hegel, il y a une supériorité de l'art sur la nature, car l'art est ce par quoi l'homme réalise de manière objective sa conscience dans les choses qui l'entourent et peut se reconnaître dans ce qu'il produit et façonne par le biais de ses idées relatives à son esprit. La nature n'est qu'une extériorité indéterminée, selon Hegel, qui possède une beauté inférieure à celle de l'art, car la beauté est spirituelle pour ce dernier. Il prend l'exemple du chant du rossignol dans le texte dont je vous parle, et il dit que la beauté du chant du rossignol vient uniquement du fait que le chant en question évoque un chant humain, vecteur d'émotions humaines, et il dit qu'à partir du moment où on se rend compte de l'arnaque et qu'il s'agit d'un chant d'oiseau, on trouve le chant en question beaucoup moins beau d'un seul coup. Disons que le chant du rossignol, dans le meilleur des cas, peut faire penser à des sifflements humains. Je trouverais ça un peu gros qu'on puisse assimiler ça à un chant humain. J'ai réécouté le chant du rossignol sur YouTube exprès pour l'occasion pour préparer cette vidéo, car en ce moment je n'ai pas de forêt juste à côté de moi malheureusement. Mais il est vrai que le chant du rossignol peut évoquer des sifflements humains, parfois lorsque le rossignol s'applique, hein, quand il fait un effort. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette idée de Hegel, personnellement, c'est quand Hegel se met à défendre des idées un peu corrosives et pas du tout consensuelles que je le trouve le plus intéressant, c'est qu'en réalité, nos critères du beau en matière d'art influencent notre appréciation d'une beauté strictement naturelle, comme si la nature imitait l'art proprement humain. Vous voyez, c'est ça que nous amène à penser l'exemple du chant du rossignol que je viens de prendre. Alors que c'est pas vraiment le cas, il faut pas pousser, hein, et je trouve cette position relativement absurde, fut-elle défendue par Oscar Wilde qui aimait bien faire le malin,
Évidemment que la nature, n'imite pas l'art, hein, c'est juste une impression, parce que on va dire nos critères de beauté et d'appréciation sont influencés par, la culture et par l'art et du coup, bah, parfois on se rapporte à la nature par ce prisme-là, mais je trouve ça, complètement débile de dire que je vois pas comment on peut défendre sérieusement l'idée que la la nature, imite l'art. Bon, mais bon, avec Hegel au moins, sans pour autant faire référence à Oscar Wilde, pour faire genre qu'on est moderne et qu'on connaît des auteurs récents, on peut quand même arriver à tendre vers cette idée, vous voyez? Mais bon, Hegel, il était pas idiot, il aurait pas dit ça très précisément, mais vous voyez, on peut quand même s'en rapprocher parce que, en tout cas, donner un sens à cette affirmation dans la mesure où, bah, notre regard est complètement influencé par la culture, par l'art. Et vu qu'on a nos propres critères de beauté qui sont façonnés par cette culture, on peut manquer de recul et de neutralité quand on écoute les oiseaux chanter, quand on observe la nature. Et on peut trouver tout ça beau par rapport à des critères strictement culturels sans même s'en apercevoir. Vous voyez? Donc en fait, la conception de l'art chez Hegel est influencée par son humanisme, hein, qui caractérise globalement sa pensée. L'art nous élève à ce qu'il y a de plus universel et de spirituel chez l'homme, et si on trouve de la beauté dans la nature, c'est parce que quelque part, elle peut parfois nous faire penser à des formes ou à des sons issus de l'art proprement humain. Pour Hegel, on ne peut trouver de la beauté que là où il y a un processus d'identification et de reconnaissance possible, raison pour laquelle l'art a une dimension spirituelle et universelle. Le beau est donc le propre de l'art, pas réellement de la nature. Pour Hegel, la forme d'art moche qui ne serait donc pas un art, ça serait par excellence les jardins à l'anglaise où on taille les buissons et les arbres de manière à créer une apparence de nature dans un espace initialement transformé par l'homme au moyen de l'art. Vous avez tous déjà vu des jardins à l'anglaise, en principe. Si c'est pas le cas, vous faites une petite recherche sur Google Images, hein. C'est des jardins où l'on taille les arbres et les plantes de façon à créer une apparence de nature, là où il n'y a pas de nature à proprement parler, et on dispose les arbres et les plantes de façon à créer des allées qui semblent naturelles. Vous voyez, un peu, pour Hegel, c'est de la perversion, hein, parce que il s'agit de recourir à l'art pour, en fait, pour transformer, la nature, puis lui donner, une apparence naturelle une fois qu'on l'a taillée et disposée comme on l'entend. C'est vraiment n'importe quoi pour lui, en plus, de ne représenter rien de rien. Hein, c'est vraiment, là, c'est vraiment en fait, reproduire une apparence de nature, là où de toute façon, l'art est déjà intervenu donc c'est tout le contraire de ce à quoi doit servir l'art pour Hegel puisque il faut justement, renouveler notre rapport au réel en incarnant des idées proprement humaines. Donc pour Hegel, l'art doit donc servir à transformer la nature et sa beauté est relative aux idées qui sont le propre de notre humanité. L'art brille donc essentiellement par sa dimension humaine et culturelle, et c'est en ça que Hegel, à la suite de Kant, marque un tournant décisif dans la pensée esthétique proprement dite. On peut donc à présent se demander si l'art a pour seul et unique but de créer un écart et une inexactitude par rapport à la réalité, plutôt que de l'imiter, et de quelle façon et à partir de quelles règles on peut parler d'une représentation artistique réussie qui permet l'incarnation réelle d'une idée. Qu'est-ce qu'on entend par ailleurs par une idée qui sert à produire une œuvre d'art? Qu'est-ce qui va conférer dans l'art la beauté propre à cette œuvre et de quelle façon produire quelque chose de beau? C'est précisément ce que l'on va aborder la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.